Donc, nous allons voir aujourd'hui la maladie cœliaque. Alors, toujours, on commence par une définition de la pathologie. Alors, comme vous le savez, vous avez quelques notions sur la maladie cœliaque, mais aujourd'hui, on va voir beaucoup de détails. Le plus important aujourd'hui, c'est connaître comment faire le diagnostic avec les données actuelles, connaître surtout les formes atypiques de maladie cœliaque, d'accord? Et enfin, il n'y a pas que le traitement, il y a le traitement aussi et la surveillance au long cours. Donc, on commence par la définition. C'est une entéropathie auto-immune induite par le gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Alors, comme vous le savez, donc c'est une pathologie surtout de l'intestin grêle qui est liée à un trouble immunitaire induit par l'ingestion de gluten. Alors, c'est des sujets prédisposés génétiquement. Donc, déjà, par la définition, vous arrivez à voir, c'est-à-dire l'origine de la pathologie. Il y a un problème d'auto-immunité. Deuxièmement, il y a le problème de la toxicité du gluten. Et troisièmement, c'est des sujets génétiquement prédisposés. Elle se traduit cliniquement par une atrophie, classiquement par une atrophie villositaire au niveau de l'intestin grêle. Et comme vous voyez, les villosités sont le lieu d'absorption intestinale. Donc, quand il n'y a pas l'atrophie et quand il n'y a pas les villosités, et donc il y a tout le tableau de carences lié à la malabsorption intestinale. Elle débute au niveau du grêle proximal, déjà au bulbe, puis le duodénum, et elle peut s'étendre au niveau de tout le grêle jusqu'à l'ilion terminal. C'est une pathologie qui régresse totalement après exclusion du gluten. Alors, mais s'il y a la reprise de la réingestion de gluten, il va y avoir aussi la réapparition de l'atrophie. Donc, tous les signes régressent après exclusion du gluten. Alors, la première, si on voit un peu l'historique, la première description de la maladie, c'est à Londres en 1938. C'est une famille, toute une famille de malades atteints de maladie cœliaque. Donc, vous voyez l'aspect classique qu'on connaît bien avant, c'est-à-dire il y a des siècles, c'est cet aspect de fonte musculaire au niveau des membres, dénutrition, retard staturo-pondéral, surtout c'est des enfants, avec un ballonnement abdominal lié à l'atonie de l'intestin grêle. Donc ça, c'est l'aspect, souvent lorsqu'on a cet aspect, on dit probablement c'est des maladies cœliaques, mais actuellement, il y a un changement de la forme de la maladie cœliaque. Il y a plutôt, c'est des formes atypiques, donc l'état général peut être conservé des sujets adultes ou sujets âgés et qui présentent une maladie cœliaque. Donc il y a des formes totalement différentes des formes anciennes. La première publication qui a été décrite avec une description moderne de la maladie cœliaque, c'était en 1957 dans la revue Lancet. Alors, il faut savoir que le gluten, il n'est pas responsable que de maladies cœliaques. Alors, gluten et maladies digestives, il y a trois entités distinctes aux mécanismes différents. Alors, c'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup de gens qui vont vous demander est-ce que le régime sans gluten est important dans la maladie cœliaque? Est-ce qu'on peut arrêter un jour? Il faut faire la différence. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner des symptômes qui simulent la maladie cœliaque. Premièrement, on a la maladie cœliaque ou proprement dite intolérance au gluten. C'est la pathologie typique. On va voir tous les détails après. Deuxièmement, on peut avoir une allergie au blé. Certains disent allergie au gluten, mais le gluten est un des composants de blé. Parfois, il y a une allergie à n'importe quel produit alimentaire, comme par exemple le blé. Donc, dans ce cas, le sujet présente des manifestations immédiatement après l'ingestion du blé. Différentes manifestations, il y a souvent les vomissements, les douleurs abdominales, détresse respiratoire, voire un aspect d'asthme, urticaire, œdème de cuisse, etc. Les allergies se voient beaucoup plus chez les enfants que les adultes et il se traduit par une augmentation des immunoglobulines de type éosinophile. Et donc, les immunotypes IgE, et donc l'allergie au blé, pas forcément allergie au gluten. Le blé peut contenir le gluten
et même l'amidon. Troisièmement, il y a une autre pathologie dite hypersensibilité au gluten, mais non cœliaque. Donc, certes, c'est une hypersensibilité au gluten. Donc, maintenant, le patient ou le sujet, quand il mange le gluten, il a des manifestations. D'accord. Donc, on va dire, c'est presque des maladies cœliaques. Mais il y a beaucoup de différences avec la maladie cœliaque. C'est pourquoi on dit hypersensibilité au gluten non cœliaque. Elle se manifeste par des manifestations, des troubles fonctionnels, donc digestifs, vomissements, douleurs abdominales et tout, mais qui sont améliorés avec le régime sans gluten. La différence avec la maladie cœliaque sur plan clinique, c'est qu'il n'y a pas cette dénutrition, cette altération de l'état général, ce retard, etc. Donc, c'est des manifestations. Dès l'ingestion du gluten, on a des manifestations, mais ce n'est pas forcément une atrophie. Il n'y a pas d'atrophie villositaire. Et il n'y a même pas les anticorps qui sont spécifiques de la maladie cœliaque qu'on va voir par la suite, comme les anticorps anti-transglutaminase. Par contre, on peut avoir une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux comme réactionnelle et on peut avoir une augmentation des anticorps anti-gliadine, la gliadine qui est contenue dans le gluten. Donc, il faut toujours faire la différence entre les trois. D'accord. Alors, sur le plan épidémiologie, on va revenir sur la maladie cœliaque. Donc, c'est une pathologie qui touche dans le monde 1% de la population générale. Elle est surtout fréquente en Afrique du Nord, beaucoup plus que les pays occidentaux. Elle se voit dans 2 cas sur 3 chez les femmes. Donc, elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Il y a 2 pics de fréquence. Donc souvent, on la voit déjà chez les enfants, surtout entre 6 et 2 ans, c'est-à-dire dès l'introduction de gluten contenu dans la farine. D'accord. Sinon, elle peut se voir aussi, il y a un pic de fréquence à l'âge adulte, c'est entre 20 et 40 ans. D'accord. Et là, à l'âge adulte, il y a beaucoup plus les formes atypiques, c'est-à-dire des formes avec des carences, c'est-à-dire pas obligatoirement ce tableau de malabsorption, de diarrhée chronique, etc. Ou bien de retard saturo-pondéral. Et il y a aussi, surtout dans les pays européens ou bien en Amérique, il y a des maladies cœliaques chez les sujets âgés, après 60 ans. Et donc, qui se voient dans 20% des cas. Peut-être parce que chez eux, il y a beaucoup plus de sujets âgés que des sujets jeunes. Donc, c'est pourquoi que, ils ont la maladie cœliaque à un âge avancé. Alors, il faut savoir que la fréquence de la maladie cœliaque est toujours sous-estimée. On ne sait pas exactement parce qu'on découvre actuellement qu'il y a des formes latentes, des formes silencieuses et même des formes atypiques. D'où la nécessité du dépistage de maladie cœliaque. Donc, la Oui. maladie cœliaque, oui. Alors, on revient sur la physiopathologie. Quelle est l'origine de la maladie cœliaque? 3 facteurs jouent un rôle important dans la pathogénie de maladie cœliaque. Il y a premièrement les facteurs environnementaux, alors c'est-à-dire l'ingestion de gluten à partir de produits alimentaires comme le blé. Deuxièmement, il y a la stimulation immunitaire, on va voir ça après. Stimulation immunitaire, il y a une réaction immunitaire qui va entraîner une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux et l'apparition des anticorps, des auto-anticorps pour la défense. Et enfin, c'est des sujets qui sont automatiquement prédisposés génétiquement, mais certes, il y a une prédisposition génétique, mais ce ne sont pas des maladies héréditaires. La maladie cœliaque, ce n'est pas une maladie forcément héréditaire parce qu'il y a 3 facteurs pour avoir une maladie cœliaque. Il n'y a pas que la prédisposition génétique qui est confirmée par la présence de système de HLA. Donc, ces 3 facteurs vont entraîner une atrophie, donc l'aspect histologique de la muqueuse grélique, du grêle. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des villosités longues, puis il y a une atrophie complète, disparition complète des villosités, et puis après, il y a l'apparition des symptômes. Alors, les facteurs d'environnement qui est le gluten. Alors, le gluten, c'est un composant des céréales en général, surtout le blé, mais ils peuvent se voir aussi dans l'orge ou bien le sel.
mais pas de l'avoine. D'accord? Alors, le blé contient de l'amidon et le gluten. Donc, ce n'est pas l'amidon qui est toxique, c'est le gluten. Alors, le gluten contient la gluténine et la prolamine. Donc, c'est la prolamine qui est toxique pour l'intestin grêle, ce qu'on appelle la gliadine. Alors, cette composante dite gliadine, elle résiste à la dégradation par les protéases digestives et donc elle reste dans la lumière intestinale après la digestion. Elle va entraîner une interaction avec le système immunitaire et donc il y a une réaction immunitaire qui va entraîner une réaction inflammatoire, ce qui va entraîner une destruction des villosités, une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux, surtout les CD8, mais aussi il y a les CD3 et donc, il y aura une compensation. Donc, les cryptes qui sont de très petite taille à l'intérieur de la muqueuse, ils vont essayer d'augmenter de taille pour compenser l'atrophie villositaire et essayer donc de faire le rôle des villosités, c'est-à-dire de l'absorption intestinale. Et donc, c'est pourquoi qu'on aura une hyperplasie des cryptes. D'accord? Ça, ce qui caractérise la maladie cœliaque par rapport aux autres pathologies, c'est-à-dire qu'il y a une hyperplasie des cryptes. Alors, d'autres facteurs d'environnement ont été évoqués, comme par exemple un rôle protecteur de l'allaitement c'est-à-dire pour protéger contre la maladie cœliaque. Deuxièmement, il y a le rôle délétère de l'introduction précoce des farines alimentaires, c'est-à-dire avant l'âge de 6 mois, et donc il faut éviter. Et enfin, parfois, ça se peut qu'il y ait un facteur infectieux, et l'infection la plus redoutée ou l'a évoquée, c'est le rotavirus. Alors, pour les facteurs génétiques, donc, la maladie cœliaque a été associée assez fréquemment avec le complexe majeur d'histocompatibilité avec les gènes HLA2 qui ont été retrouvés dans 40%. Alors, on a le HLA-DQ2 qui est retrouvé dans 95% des cas et le HLA-DQ8 qui est retrouvé dans environ 10% des cas de cœliaque. Donc, vous voyez, donc, le système HLA est un facteur important dans le diagnostic de maladie cœliaque. Donc, c'est pourquoi il y avait une prédisposition familiale dans 10% chez des parents premier degré. Et donc, à chaque fois on a un malade qui a une maladie cœliaque, on doit obligatoirement faire le dépistage de maladie cœliaque chez les parents premier degré, c'est-à-dire soit les parents, les enfants ou les frères et les sœurs. Donc, obligatoirement, on doit chercher maladie cœliaque et traiter au stade précoce. Alors, vous voyez ce schéma pour expliquer l'évolution de la maladie cœliaque, d'accord? Alors, toujours sur la base que tous les sujets maladie cœliaque, que ce soit c'est des sujets sains ou symptomatiques, ils ont le système HLA positif. Donc, il y a une susceptibilité génétique HLA DQ2 ou DQ8, surtout le DQ2 qui est retrouvé dans 95% des cœliaques. Donc, tous ont un système HLA, ils ont une anomalie au système HLA. Puis après, donc, les sujets sont des sujets sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien encore, juste une susceptibilité génétique. Ils n'ont aucune anomalie. Il n'y a pas d'anomalie immunitaire, pas d'anomalie histologique et pas de symptômes. C'est des sujets sains. Puis après, il y a une évolution vers les formes latentes. Alors, les formes latentes, c'est-à-dire il y a une anomalie immunitaire, il y a une réaction immunitaire et donc il y a des anticorps qui sont positifs. Mais la muqueuse au niveau du grêle, elle est normale, il n'y a pas d'atrophie villositaire et il n'y a pas de signes cliniques. Puisqu'il n'y a pas d'atrophie, donc il n'y a pas de signes cliniques. Donc ce qu'on appelle les formes latentes. Puis il y a une évolution vers les formes silencieuses. Alors les formes silencieuses, donc on a la susceptibilité génétique, il y a des anticorps, il y a une anomalie histologique, donc il y a une atrophie, mais les symptômes ne sont pas encore arrivés, donc il n'y a pas encore les symptômes, on parle de formes silencieuses. Puis après, il y a les formes symptomatiques à ce stade, donc on a tous les anomalies, c'est-à-dire il y a les anticorps, il y a l'atrophie villositaire et il y a les symptômes. Donc vous voyez, donc nous, avant, on découvre la maladie cœliaque juste au stade symptomatique, d'accord? Mais maintenant, il y a les formes silencieuses, les formes latentes et même les sujets
sujet pardon, sain, où on peut, c'est à ce stade, dépister par le système HLA. Alors, le diagnostic, donc, avec toutes ces formes, donc nous allons voir d'abord la forme classique. Avant, on disait la forme classique, c'est la forme de maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque se traduit par un tableau de malabsorption clinico-biologique. Souvent, c'est des diarrhées chroniques avec toutes les carences qui peuvent exister. Mais ce tableau actuellement, c'est-à-dire, il ne présente que 10 à 20% de toutes les formes de maladie cœliaque. Donc, on va dire qu'il n'est pas fréquent. Alors, on peut avoir des diarrhées, voire même une stéatorée, parce qu'il y a une malabsorption aussi des lipides, d'accord, des sels biliaires. Donc, la stéatorée, ça veut dire euh, une augmentation des graisses dans les selles supérieure à 6 grammes par 24 heures. C'est un dosage qui est faisable au niveau des selles. Il y a l'amaigrissement, la dénutrition, le retard saturopondéral, l'asthénie, l'anorexie, les douleurs avec les ballonnements abdominaux, l'anémie avec carence soit en fer, l'acide folique ou bien les vitamines B12, avec toutes les conséquences. Il y a la diminution du calcium, magnésium, vitamines, ADEK, l'albumine, le zinc, mostase. C'est-à-dire toutes les carences, chaque carence va donner des conséquences sur le. Ça peut être une conséquence digestive ou bien extra-digestive. Alors, il y a la deuxième forme symptomatique, c'est les formes frustes ou les formes à symptomatologie atypique. Et sont actuellement la forme la plus fréquente, représente plus 80%, surtout chez l'adulte. Alors, elle se manifeste, ça se peut qu'il y ait des troubles digestifs, mais le tableau est dominé par les manifestations extra-intestinales. Alors, soit c'est des malades qui ne présentent qu'une anémie, soit c'est une anémie hypochromicocytaire par carence en fer, soit c'est une anémie macrocytaire ou normocytaire par carence en acide folique, les folates, ou bien le vitamine B12. Alors, c'est pourquoi que devant toute anémie, il faut rechercher une maladie cœliaque, il faut faire des biopsies duodénales, voire même la sérologie, on va voir par la suite. On peut avoir des hypertransaminasémies ou bien une hépatopathie associée dans le cadre auto-humain. On peut avoir des actes récidivantes ou symptômes qui miment des troubles fonctionnels intestinaux. Il faut se méfier. Patient, vous dites que c'est une colopathie fonctionnelle, alors que c'est une maladie cœliaque. Quand il y a des troubles fonctionnels intestinaux qui se répètent chez un sujet, il faut faire un bilan. Et c'est le bilan qui va trouver cette anémie, quelques carences qui vont évoquer une maladie cœliaque. Parfois, c'est des signes neurologiques comme l'ataxie, l'épilepsie, migraine. Parfois, c'est des pathologies rhumatismales. Parfois, c'est des troubles d'une insuffisance endocrinienne, comme une stérilité. Alors, quand il y a une stérilité primaire ou secondaire, hein, mais surtout primaire ou aménorrhée, des avortements à répétition, une hypotrophie fœtale, il faut penser donc à une insuffisance endocrinienne et rechercher une maladie cœliaque. Parfois, c'est des cardiomyopathies dilatées, idiopathiques, des troubles de Fanner avec des chutes de cheveux, des ancles cassantes, des anomalies de l'émail dentaire, alors des caries importantes, des problèmes dentaires, ça peut être en faveur d'une carence calcium et donc rechercher une maladie cœliaque. Et c'est très rare où on trouve un sujet obèse qui présente une maladie cœliaque. Ça, c'est pas le cas chez nous, d'accord? C'est surtout dans les pays européens ou surtout aux USA parce qu'ils ont une fréquence très importante de sujets obèses. Et donc, même les sujets obèses peuvent présenter des pathologies. Et donc, maladie cœliaque a été retrouvée dans 30% chez les sujets adultes obèses, d'accord? Et même, ils ont trouvé 20% maladie cœliaque chez du sujet âgé, plus de 60 ans. Mais ça, c'est au niveau des USA. D'accord? Donc ça, c'est la forme atypique, sont les formes les plus fréquentes chez l'adulte. Maintenant, troisièmement, il y a les formes silencieuses. Alors, on a différentes formes silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. D'accord? Mais il y a la sérologie qui est positive, il y a l'atrophie villositaire, mais il n'y a pas de symptômes. Alors, les formes latentes sont des formes qui ont une susceptibilité génétique, on peut rechercher. Hein, bon, mais il n'y a pas de symptômes, d'accord? La sérologie, elle est positive, mais il n'y a pas d'atrophie villositaire.
Donc, si on va récapituler les formes de maladie cœliaque, donc il y a la maladie cœliaque symptomatique avec soit la forme classique qui est rare, avec diarrhée, avec tableau de malabsorption, soit les formes à manifestation extra-intestinale qui est la plus fréquente, hein, avec des manifestations extra-digestives. Donc, deuxièmement, il y a les maladies cœliaques silencieuses. Et troisièmement, il y a la maladie cœliaque latente. Alors, dans tout, il y a la susceptibilité génétique. Si on commence la colonne à droite, donc les trois formes, ils ont une susceptibilité marqueur génétique positif, c'est-à-dire du système HLA. Surtout le DQ2 positif. Puis l'atrophie, on la trouve dans la maladie cœliaque symptomatique et la maladie cœliaque silencieuse, elle est encore, c'est-à-dire débutante. Puis les anticorps spécifiques, ils sont retrouvés dans tous les trois formes et enfin les symptômes, sauf dans les formes symptomatiques. Donc vous voyez, donc la maladie cœliaque actuellement, il faut avoir un esprit large dans le diagnostic de maladie cœliaque. Il y a certaines pathologies où on parle beaucoup plus d'associations morbides parce que c'est des pathologies associées qui ont une évolution indépendante, des complications, etc. Et ils sont assez fréquentes dans la maladie cœliaque, comme par exemple la dermatite herpétiforme. Elle est associée à la maladie cœliaque dans 75% des cas. On va voir par la suite cette pathologie. Et il y a le diabète insuline dépendant, c'est-à-dire de type 1, dans 5 à 10%, qui se voit surtout chez les jeunes. Il y a les thyroïdites auto-immunes, il y a le déficit en EGA, les arthrites chroniques juvéniles, les cirrhoses biliaires primitives et la trisomie 21. Donc, toutes ces pathologies, ils peuvent être associés à la maladie cœliaque. Et donc, dès qu'il y a des symptômes qui peuvent évoquer maladie cœliaque, il faut la rechercher en cas d'association avec ces pathologies. Revenons à la dermatite herpétiforme, puisque c'est une pathologie qui est associée dans 75% à la maladie cœliaque, donc il faut la rechercher systématiquement. Donc, il faut, on va dire, quelques caractéristiques. Alors, c'est une dermatite à dépôt caractérisée par des dépôts des IgA, d'accord. Elle est plus rare que la maladie, c'est-à-dire isolée, elle est plus rare que la maladie cœliaque. Elle se caractérise par des éruptions vésiculeuses, prurigineuses, qui précèdent une sensation de brûlure. Vous voyez comme l'image, comme c'est décrit dans l'image. Donc, quand vous voyez ces aspects, c'est des sujets, vous suspectez une dermatite herpétiforme, puisqu'on dit herpétiforme, donc c'est des éruptions vésiculeuses comme l'herpès. Alors, elle se voit surtout au niveau des faces d'extension des membres, le dos, la face, le cuir chevelu. Et en général, elle se cicatrise quand même dans environ 10 jours. Elle est plus fréquente chez les hommes, à peu près à l'âge de 20 à 30 ans. Elle est souvent associée à des lésions digestives. C'est une pathologie à part, mais elle est souvent associée à la maladie cœliaque. Certains la considèrent comme une forme d'intolérance au gluten à tropisme cutané. Et même, il la nomme maladie cœliaque cutanée. D'accord. Donc, juste pour savoir l'importance de la dermatite herpétiforme dans la maladie cœliaque. Si vous trouvez maladie cœliaque, cherchez la dermatite. Si vous trouvez la dermatite, cherchez le lymphome dans la maladie cœliaque. Alors maintenant, on va voir comment confirmer la diagnostic à l'adulte. Dans la maladie cœliaque de l'adulte, la sérologie, l'histologie, réponse au régime sans gluten. Avant, il y a, bon, on va dire, il y a plus que 20 ans, d'accord, quand j'étais étudiante en quatrième année, ils m'ont enseigné le cours de maladie cœliaque, il n'y avait plus la sérologie. Donc, il y avait l'atrophie villosidaire et la réponse au régime. La réponse au régime était un caractère très important. Maintenant, il y a la sérologie, il y a l'histologie, la réponse au régime. Donc, cette sérologie joue un rôle très important dans le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des anticorps qui sont développés dès l'ingestion de l'antigène qui est le gluten, d'accord, qui est la gliadine. Alors, ces anticorps, il y a plusieurs types d'anticorps. On a les anticorps anti-endomésium
Il y a les anticorps anti-transglutaminase IgA tissulaire. Et il y a les anticorps antigliadines, d'accord, type IgA ou IgG. Alors, ce sont les anticorps anti-endomésium. Une minute. Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Hein? oui, on vous entend. Très bien. Je continue alors, hein. Alors, on a dit que les anticorps, il y a les anticorps anti-endomésium, anti-transglutaminase, les anticorps antigliadines et type IgA, IgG. Alors, les anticorps les plus spécifiques sont les anticorps anti-endomésium et encore plus meilleurs, c'est les anticorps anti-transglutaminase. Ils ont une spécificité et sensibilité supérieure à 90%. Et c'est pourquoi on tient compte beaucoup plus de ces deux anticorps. Les anticorps antigliadines, donc on ne tient pas beaucoup compte dans le diagnostic, puisque leur spécificité et sensibilité, elle est moindre. D'accord? Ces anticorps, ils ont l'avantage, donc ils jouent un rôle donc, pour le diagnostic. Ils disparaissent après 6 à 12 mois de régime sans gluten. Et donc, s'ils persistent, ça veut dire qu'il y a un mauvais suivi de régime sans gluten. Donc, on peut même après les utiliser pour la surveillance du régime sans gluten. Mais attention, si les sont normaux, donc il faut, euh, on va, euh, c'est-à-dire de maladies cœliaques à l'âge adulte. Alors, mais il faut savoir que l'aspect à l'endoscopie, il peut être anormal que dans un tiers des cas seulement, d'accord? Dans deux tiers, il peut être normal, ok? Il y a une diminution, parfois, quand il y a une anomalie, ça se peut qu'il y ait une diminution des plis. Alors, les plis duodénaux, normalement, ils ont un aspect en pile d'assiette, c'est-à-dire ils sont nombreux et en parallèle. Les plis, c'est ce qu'on appelle les valvules aussi, valvules connivantes. Et chaque valvule, ce qu'on voit à la pli, elle contient à l'histologie au microscope optique des villosités. Et chaque villosité au microscope électronique, elle contient des microvillosités. Et c'est le lieu d'absorption intestinale. Alors, soit on a une diminution des plis, c'est normalement l'aspect le plus évocateur, une diminution soit de la hauteur, soit du nombre de plis. Soit parfois la diminution elle est anarchique ou bien atypique, elle va donner donc un aspect assuré de la muqueuse ou bien un aspect en mosaïque ou bien un aspect nodulaire. Donc ça, c'est quand on a une anomalie. Mais parfois l'endoscopie, elle est normale. Mais quand même, même si l'aspect endoscopique est normal, les biopsies duodénales doivent être systématiques, obligatoires. Alors, on fait 4 biopsies au niveau duodénal et une biopsie au niveau du bulbe. Alors, il faut savoir que le bulbe, au niveau du bulbe, il n'y a pas des plis. Vous voyez, c'est la première partie du duodénum. On parle de bulbe. C'est comme une petite poche, mais parfois on a des maladies cœliaques dites short cœliaques, c'est-à-dire c'est des maladies cœliaques qui touchent, elles sont ça très précoces, qui touchent le bulbe, c'est-à-dire la première partie du grêle. Et donc, ça se peut qu'on fait des biopsies loin, c'est-à-dire au niveau du duodénum, et on ne trouve pas l'atrophie. C'est pourquoi actuellement on ajoute une biopsie au niveau du bulbe et des biopsies au niveau du duodénum. Alors, voici les aspects au niveau de l'endoscopie. Donc, haut, c'est des aspects normaux. Vous voyez des plis qui sont nombreux, de taille égale, et donnant un aspect en pile d'assiettes, c'est-à-dire comme des assiettes en parallèle. Et en bas, il y a des aspects anormaux.
Bon, ça, des aspects presque typiques, hein. Parfois, il y a juste une diminution un peu. Donc, pour faire la différence, il faut voir beaucoup d'aspects normaux pour faire la différence entre aspect normal et aspect anormal. Donc en bas, il y a soit, on va dire de gauche, un aspect pseudo-nodulaire, nodulaire, comme des nodules, d'accord, avec diminution importante des plis, soit une diminution totale des plis au milieu, soit même un aspect comme un aspect en mosaïque avec diminution des plis au niveau dans l'image à gauche. Donc ça, c'est les aspects typiques, hein. Et parfois, on a des aspects comme le côlon. Alors, quand on fait une coloscopie, l'aspect du côlon, c'est il n'y a plus de plis. Et donc, on voit un aspect comme le côlon. Donc, on va se dire, est-ce que vraiment on est dans le niveau du duodénum? Donc, tellement qu'il n'y a plus de plis. Et ça, c'est dans les maladies cœliaques à un stade très avancé. Alors, voilà au niveau de l'histologie, hein. Donc, on voit très bien, c'est le microscope optique. La muqueuse normale où il y a des villosités, des villosités sont de grande taille, d'accord? Et qu'en cas d'atrophie villositaire totale, donc où il n'y a plus de villosité, et en bas, vous voyez très bien les cryptes. Alors, les cryptes qui normalement sont très petite taille, qui sont en train d'augmenter de taille. Donc, il y a une hyperplasie des cryptes pour compenser les villosités qui ont disparu. Donc, ça, c'est l'aspect typique de maladie cœliaque. Alors, à l'histologie, bien sûr, on va faire la biopsie. Donc, il y a trois paramètres qu'on recherche à l'histologie. Premièrement, l'atrophie villositaire. Alors, cette atrophie, elle peut être totale, subtotale, partielle, voire parfois elle est absente. Parce qu'on a dit que dans la maladie cœliaque, ça commence au niveau du grêle proximal, puis elle s'étend. Parfois, une biopsie qui a été faite très loin, donc on ne trouve pas d'atrophie villositaire. C'est pourquoi qu'il faut faire des biopsies, une au niveau du bulbe et quatre au niveau du duodénum. Donc l'atrophie, elle commence au niveau du grêle proximal, puis elle s'étend vers tout le grêle, voire même jusqu'à l'ilion terminal et donner la malabsorption de vitamine B12 et sels biliaires qui sont absorbés au niveau du grêle terminal. Deuxième paramètre, c'est l'augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. Donc en général, ils doivent être supérieurs à 40%. 40 c'est-à-dire 100 cellules entérocytaires. Et ces lymphocytes intraépithéliaux sont surtout des CD3, marquage CD3 et CD8. D'accord. Troisième paramètre très important, c'est l'hypertrophie des cryptes compensatrices. Alors, avec ces trois paramètres, on peut avoir des cœliaques, donc selon le stade d'évolution, il y a la classification de Marsh. Alors, cette classification de Marsh tient compte les trois paramètres. Alors, par exemple, le stade 1, Marsh 1, quand il y a supérieur plus que 30% des lymphocytes intraépithéliaux, donc seulement ce paramètre, il n'y a ni atrophie ni rien, ça c'est le stade 1. Le stade 2, il y a plus que 30% et il y a aussi une hyperplasie des cryptes. Le stade 3, il y a les deux paramètres plus une atrophie partielle. Et le stade 3B, 3A plutôt, 3B, il y a une atrophie subtotale. Et enfin, le stade 3C, c'est-à-dire quand il y a les trois paramètres. Et parfois, il ajoute un quatrième stade, marche 4, là où il y a non seulement il y a l'augmentation des lymphocytes supérieure à 30, il y a l'atrophie villositaire totale, mais les cryptes, ça, ils ne compensent plus. Et donc, il y a une hypoplasie des cryptes. Ça, c'est les stades terminaux de maladie cœliaque. Mais souvent, on a beaucoup plus les trois stades, c'est-à-dire plutôt, il y a le stade 3, qui est l'aspect le plus classique de maladie cœliaque. Alors, il faut savoir, j'ai ajouté cette diapo pour vous expliquer que l'atrophie villositaire, elle peut se voir dans d'autres pathologies, pas seulement dans la maladie cœliaque. Quand il y a une atrophie, ça veut dire qu'il y a une destruction des villosités. Soit c'est une destruction secondaire à une inflammation, à une infection, à une pathologie tumorale, etc. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'hyperplasie des cryptes dans ces pathologies. Alors que dans la maladie cœliaque, il y a une hyperplasie des cryptes pour compenser. Alors, comme par exemple, il y a l'intolérance aux protéines de lait de vache, il y a la maladie de Crohn. Si elle touche le grêle proximal, c'est une localisation qui est rare, d'accord?
Elle peut donner une atrophie villositaire. Souvent, elle est partielle, mais sans hyperplasie des cryptes et sans augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. Et il y a la maladie de Chellour-Alpha ou les lymphomes. Maladie de Chellour-Alpha, c'est le lymphome primitif méditerranéen, ou bien les lymphomes qui sont des pathologies tumorales secondaires à une prolifération des plasmocytes au niveau de l'intestin grêle. C'est une prolifération tumorale, d'accord. Il y a des déficits immunitaires acquis ou bien congénitales, déficit en IgA, l'hypogamma-gluminémie, ou bien en cas d'HIV. Il y a les gastroentérites à eosinophiles, il y a les entéropathies auto-immunes, il y a les causes infectieuses qui sont très nombreuses, d'accord. Et il y a les médicaments, c'est rare, mais il y a certains médicaments comme la colchicine qui est donnée dans la maladie de B7. Il y a la néomycine aussi, d'accord. Donc vous voyez que l'atrophie villositaire ne se voit pas seulement dans la maladie cœliaque, elle peut se voir dans d'autres pathologies. Alors, qu'en est-il des anomalies biologiques? Alors, le seul qui est spécifique dans les anomalies biologiques, c'est la sérologie, qu'on a déjà parlé, d'accord? Alors, tous les autres anomalies témoignent des carences liées à la malabsorption intestinale, mais qui ne sont pas spécifiques de maladies cœliaques. Comme par exemple, on peut avoir des transaminases élevées qui peuvent témoigner d'une hépatopathie immunitaire, hein, d'accord? Sinon, c'est-à-dire toucher à la maladie cœliaque sans avoir une explication, hein. C'est-à-dire, on ne sait pas de quelle origine. Alors, on peut avoir bien sûr le taux de ferritinémie basse, une hypocholestérolémie, une augmentation de l'amylase secondaire à une pancréatite auto-immune, une hypoalbuminémie, une hyposplénisme, hein, les facteurs de sang qui sont diminués, un TP bas lié à une diminution de vitamine K, déficit vitaminique, hypocalcémie, hyperparathyroïdie secondaire à l'hypocalcémie, ainsi de suite. Donc, toutes ces anomalies sont secondaires à la malabsorption intestinale. Alors, dans l'avenir, est-ce que, puisqu'on parle beaucoup de susceptibilité génétique, de sérologie, est-ce qu'on peut s'en passer de la biopsie? Jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2020, il n'est pas recommandé de confirmer maladie cœliaque sans biopsie chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, oui, c'est possible, parce que chez l'enfant, c'est toujours difficile de faire une fibroscopie. Chez l'enfant, on fait une fibroscopie sous anesthésie générale en général. Et donc, sous anesthésie générale, parfois, il y a des risques opératoires. On ne court pas ce risque pour faire une fibroscopie. Et donc, il y a actuellement le diagnostic de maladie cœliaque chez l'enfant sans faire une fibroscopie. Par contre, chez l'adulte, il faut se baser de la sérologie et de la maladie de l'histologie. Donc, nous allons voir le tableau après. Alors, par exemple, ici, comment procédure de diagnostic pour un enfant suspect de maladie cœliaque. D'accord. Un enfant suspect de maladie cœliaque, on va voir bien ici dans le tableau. C'est un peu chargé, mais il faut suivre avec moi tout doucement. Alors, vous avez des symptômes compatibles avec une maladie cœliaque. Première des choses, demander les anticorps antitransglutaminase avec les IgA totaux. Alors, si les IgA totaux sont normaux et les anticorps antitransglutaminase tissulaires sont normaux, on écarte maladie cœliaque. D'accord. Deuxièmement, s'ils sont augmentés, donc on va voir le gastro-entérologue. Alors, le gastro-entérologue, il va voir si les anticorps antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale. Il faut différencier, supérieur à 10 fois ou inférieur à 10 fois. Alors, si les anticorps antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale, dans ce cas, il faut demander les anticorps anti-endomysium, EMA, hein, anti-endomysium, et le système HLA, DQ2 et DQ8. Si les deux sont positifs, on confirme maladie cœliaque. D'accord. On ne fait pas de biopsie, on ne fait plus de fibroscopie. Si les deux sont négatifs, ou bien l'un d'eux est négatif, on doit faire la biopsie intestinale, c'est-à-dire la fibro. Si on revient en arrière, les anticorps antitransglutaminase sont inférieurs à 10 fois la normale, on doit faire la biopsie. D'accord.
Alors, quand on fait une biopsie, alors les stades 0 et 1, en général, chez les enfants, on écarte une maladie cœliaque parce que c'est des stades où il n'y a que l'augmentation des lymphocytes intraépithéliaux qui peut se voir au cours des allergies, au cours même des hypersensibilités au gluten non cœliaque. Mais dans les stades 2 à 3, il y a une atrophie et donc c'est une maladie cœliaque confirmée. Donc vous voyez, chez l'enfant, on ne fait pas systématiquement une fibroscopie. Par contre, chez l'adulte, on doit automatiquement, au début, vous avez des symptômes compatibles avec une maladie cœliaque, vous demandez la sérologie, c'est-à-dire les anticorps antitransglutaminase tissulaire, plus les IGA totaux pour rechercher s'il n'y a pas de déficit, plus une fibroscopie. Les deux, on doit les faire au début. D'accord. Maintenant, dans le cas de dépistage, vous avez un sujet cœliaque, adulte ou enfant. C'est un sujet cœliaque, donc vous devez faire dépistage chez les parents premier degré, soit les parents, les enfants ou bien les frères et sœurs. Dans ce cas, on fait le dépistage par la sérologie et pas par la biopsie. D'accord. Donc, pour vous dire que la biopsie n'est pas systématique pour les enfants, mais chez l'adulte, on doit faire la fibroscopie. Alors maintenant, on part au dernier chapitre avec détail, c'est le traitement. Alors le traitement de maladie cœliaque jusqu'à ce jour, c'est le régime sans gluten, c'est-à-dire suppression de tous les aliments contenant du blé, de l'orge, du cercle, et bien sûr, ces produits sont substitués par d'autres céréales comme le riz, le soja et le maïs et l'avoine, donc qui sont autorisés, qui peuvent être remplacés le blé, l'orge et le sel. Donc ça, c'est le traitement définitif. C'est un régime, on sait que chez l'adulte, il est très difficile à suivre, car il est très contraignant et coûteux. D'accord. Alors le patient doit parfaitement informer dès le début des modalités du régime et des risques. C'est pourquoi il faut un suivi par le diététicien lui-même. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que le médecin traitant explique le régime. C'est très difficile. D'accord. Et il faut adhérer dès le début avec des associations de malades qui vont expliquer et suivre ce malade, bien sûr. Et bien sûr, quand il voit ce malade, d'autres patients comme lui, il va accepter la maladie. Enfin, le régime sans gluten est également indiqué chez les patients ayant une maladie cœliaque silencieuse. Quand on dit silencieux, c'est-à-dire qu'il y a des lésions histologiques. Donc, même chez ces malades, c'est-à-dire qu'ils sont asymptomatiques, ils n'ont pas de symptômes, mais ils ont des lésions histologiques. Et dans ce cas, obligatoirement, on doit instaurer le régime sans gluten. D'accord. Alors, quand vous expliquez le régime sans gluten, c'est-à-dire au début, c'est vous qui confirme le diagnostic, vous êtes le médecin traitant, d'accord. Alors, vous devez commencer vous-même à expliquer le régime, puis envoyer le patient à un diététicien pour le suivi. Alors, il faut toujours commencer à expliquer, c'est-à-dire les aliments qui sont largement autorisés, puis après dire ce qui est interdit. Parce que si vous commencez à expliquer le régime, donc faut dire au patient, il ne faut pas manger ça, 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 ça et ça, alors le malade, dès le début, ne va pas accepter. Il va vous dire oui, mais quand il rentre chez lui, il ne suit aucun régime. Donc, expliquer que le régime, donc il faut éviter le gluten, qui est certes, c'est un composant du blé, qui est, c'est-à-dire un produit essentiel dans notre alimentation, comme vous le savez, c'est le pain, mais expliquer tous les aliments qui sont autorisés, comme par exemple, vous pouvez manger toutes les types de viande, vous pouvez manger tous les légumes, donc vous donnez largement ce qu'il peut manger, le patient, d'accord, dans sa vie courante, et vous expliquez ce qui va remplacer directement le blé pour le malade. Donc, qu'est-ce qu'il va remplacer le blé qui est essentiel dans la nourriture, dans notre nourriture. D'accord. Donc, il faut toujours expliquer ça aux patients parce que c'est très important. Le traitement de maladie cœliaque, c'est le régime sans gluten. Alors, le régime sans gluten doit être maintenu à vie. Donc, il n'existe jamais un arrêt de régime sans gluten, ni à une année, ni à 10 ans. C'est un régime à vie. La résistance au régime du gluten, si vous avez un malade, vous avez instauré le régime sans gluten, mais il y a une résistance, c'est-à-dire que le malade continue à avoir des symptômes,
Il faut rechercher surtout, soit il y a une mauvaise observance qui est donc pratiquement dans 45% est retrouvée, c'est-à-dire que le malade ne suit pas son régime. Exactement. Deuxièmement, soit il y a une complication de maladie cœliaque, c'est le lymphome. Donc, c'est la complication la plus redoutable. C'est des patients qui ont une maladie cœliaque qui ne suivent pas leur régime correctement ou bien qui ont arrêté et qui se laissent comme ça. Donc, un jour, ils vont développer ce qu'on appelle lymphome, c'est-à-dire du grêle. Et il est de très mauvais pronostic. D'accord? Donc, le seul traitement, c'est la chimiothérapie, mais malheureusement, c'est un stade très avancé et il est très mauvais pronostic. Et dans ce cas, si ce n'est pas mauvaise observance, ce n'est pas le lymphome, le traitement de maladie cœliaque résistante au régime sans gluten, ce qu'on appelle le sprue réfractaire, on va voir par la suite, c'est par la corticothérapie. D'accord? Alors, l'évolution de maladie cœliaque après régime sans gluten. Alors, il y a amélioration clinique en quelques jours. Donc, les premiers jours, on a une amélioration des signes cliniques. La négativation des bilans biologiques carentiels dans environ 1 à 3 mois. La négativation de la sérologie dans 6 à 12 mois, d'accord? La normale d'histologie duodénale dans 12 mois à 24 mois. Et la guérison ou la cicatrisation ou la repousse villositaire, elle commence à partir du grêle terminal vers le grêle proximal, d'accord? C'est-à-dire, nous, quand on fait les contrôles, donc faites attention parce que toujours l'amélioration, elle commence par le grêle distal vers le grêle proximal. Alors, comment on va évaluer le régime sans gluten? Donc, une consultation, un malade, on va lui expliquer le régime. Donc, on surveille dans 3 à 6 mois, il y a disparition générale totale de la clinique. La surveillance clinique, c'est tous les 3 à 6 mois. Biologique aussi, c'est en général tous les 3 à 6 mois. L'histologie, en général, c'est tous les 1 à 2 ans. Et les anticorps, le dosage des anticorps, c'est tous les mois, tous les ans, par exemple, pas tous les ans. Et bien sûr, il y a une chose qui est très importante, c'est l'ostéodensitométrie. Parce que chez les maladies cœliaques, il y a une carence, comme on a dit, en calcium, déficit en calcium et en vitamine D par malabsorption. Et donc, ces déficits vont entraîner une ostéopénie. Et donc, les malades, toujours, ils ont des douleurs osseuses, des arthralgies, voire même des fractures spontanées. Et donc, il faut faire une ostéodensitométrie chaque année pour rechercher s'il y a une carence, une fragilité, déminéralisation osseuse qu'il faut corriger. Donc, ça, c'est un examen qui est très important dans la surveillance. Alors, quelles sont les complications? Donc, je viens de parler, c'est l'ostéopénie, qui est une complication fréquente, qui se voit en général dans 50%. D'accord? C'est pourquoi qu'une ostéodensitométrie est pratiquée chaque année chez des sujets cœliaques. Il y a la deuxième, c'est la sprue réfractaire, qui est une forme, on parle de forme pré-lymphome. C'est une forme particulière de maladie cœliaque au stade terminal où le régime, elle résiste au régime sans gluten, même strict. Et donc, c'est une forme pré-lymphome, donc c'est l'évolution vers le lymphome. D'accord? Et elle se traite par la corticothérapie. Vu qu'on donne corticothérapie au long cours, donc on donnera les anticox-2 et le médicament qui est utilisé, c'est le budesonide. C'est sous forme de comprimé. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas d'amélioration, on peut utiliser des autogreffes de moelle. Troisième complication, ce sont les maladies auto-immunes associées, comme le diabète, la thyroïdite auto-immune. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours surveiller les cœliaques, les dermatites herpétiformes, les hépatites auto-immunes. Enfin, il y a les tumeurs. Alors, pour les cancers, il y a surtout l'adénocarcinome du grêle, mais surtout le lymphome. Alors, le lymphome, c'est le maladie cœliaque, c'est un lymphome invasif qui peut, bien sûr, aggraver le pronostic de maladie cœliaque. C'est pourquoi qu'on insiste sur le régime sans gluten. Alors, de tout ça, c'est juste pour réviser, le bilan à réaliser devant une maladie cœliaque, donc
Il faut toujours faire une FNS, faire sérique, les folates, la vitamine B12, le TP, le calcium, magnésium, bilan hépatique, le dosage des immunoglobulines pour rechercher s'il n'y a pas un déficit associé, la sérologie de maladie cœliaque, surtout les anticorps anti-endomésium et les anticorps anti-transglutaminase. La fibroscopie avec la biopsie, surtout chez l'adulte, l'ostéodensitométrie. Alors, on ne fait plus de coloscopie, hein. Vous allez dire que maladie cœliaque, elle peut toucher tout le grêle. Et donc, pourquoi ne pas faire une coloscopie pour toucher l'iliant terminal? Non. Alors, la maladie cœliaque, si elle est là, elle peut toucher tout l'intestin grêle, mais elle commence au niveau du grêle proximal. Et donc, une fibroscopie, elle est suffisante. Ce n'est pas la peine de faire une coloscopie. Alors, les transfusions du grêle, actuellement, c'est un examen abandonné et il est utilisé dans n'importe quelle pathologie. Et on ne fait pas de scanner. Le scanner pour apprécier l'intestin. Alors, le scanner est utilisé surtout pour rechercher des complications, comme par exemple les lymphomes. Par exemple, on peut demander un scanner, rechercher s'il n'y a pas des adénopathies, etc. D'accord? Alors, à retenir dans la maladie cœliaque, savoir évoquer le diagnostic, pas seulement dans le cas de diarrhée chronique avec malabsorption, mais aussi devant des manifestations atypiques. Ça, c'est très important. Rechercher les populations à risque pour le dépistage, surtout les sujets premier degré et en cas de pathologie associée comme le diabète type 1 et le dermatite herpétiforme. D'accord? Les anticorps antitransglutaminase type IgA sont les anticorps qui sont utilisés de première intention. Puis on a la gastroscopie biopsie-duodénale est importante surtout chez l'adulte. D'accord? Le traitement, c'est le régime sans gluten à vie. Le suivi et l'éducation thérapeutique pour réduire le risque de complications sont très importants. D'accord? Alors, je crois qu'on a terminé. Je vais donc, on va passer à quelques QCM, très simples. D'accord? Que je vais revoir avec vous. Premier QCM. Alors, vous suspectez une maladie cœliaque avec des symptômes. Quel examen paraclinique demandez-vous pour confirmer votre hypothèse diagnostique? Alors, coloscopie avec biopsie, idéal. Non, parce qu'on a dit il faut rechercher juste au niveau du grêle proximal, c'est suffisant avec une fibro. Dosage des anticorps antisaccharomyces, c'est révisé? Non, c'est des anticorps qui sont retrouvés dans la maladie de Crohn et puis ils ne sont même pas spécifiques dans la maladie de Crohn. Dosage des anticorps antitransglutaminase type IgA? Oui. Entéro-IRM? Non. Gastroscopie avec biopsie duodénale? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire C et E. Alors, parmi les éléments cliniques ou paracliniques ci-dessous, quels sont ceux que l'on peut retrouver en cas de maladie cœliaque? Alors, une aménorrhée, oui, parce qu'il y a une insuffisance endocrinienne dans la maladie cœliaque. Aphthose récidivante, oui. Cytolyse hépatique, oui. Ostéoporose précoce, oui. Troubles neurologiques, oui. Donc, quels sont qu'on peut retrouver dans la maladie cœliaque? Tous ces symptômes, on peut les retrouver dans la maladie. Certes, il y a une chose, l'ostéoporose. Plutôt, il y a l'ostéopénie qui est retrouvée à un stade tardif. Troisième question, quel traitement proposez-vous dans la maladie cœliaque? Un régime sans lactose, non. Parfois, au début de la maladie cœliaque, il y a des diarrhées qui sont secondaires à la maladie, à la diarrhée qui sont secondaires à la malabsorption. Mais quand on prend des dérivés du lait, c'est-à-dire la diarrhée va s'aggraver. Donc on commence, c'est-à-dire on fait un régime sans gluten et on associe pendant les premiers jours, c'est-à-dire un régime sans lactose, juste au début, parce qu'il y a des diarrhées importantes. Donc on associe un régime sans lactose, d'accord, pour pendant donc quelques jours ou un mois, d'accord. Mais après, on va reprendre tous les dérivés de lait. D'accord? Donc, ce n'est pas spécifique. Donc, ici, si on veut répondre, quel traitement proposez-vous dans la maladie cœliaque? Le régime sans gluten, sans lactose? Non. Donc, le régime sans gluten, oui. Correction des carences, oui. Désensibilisation au gluten, non. C'est-à-dire les tests de sensibilisation, ce qu'on fait pour l'allergie, non, ce n'est pas pour confirmer maladie cœliaque. D'accord? Et enfin, la corticothérapie orale,
comme traitement de maladie cœliaque, non. C'est un traitement des formes de sprue réfractaire ou bien les cœliaques compliqués. Ce n'est pas un traitement de maladie cœliaque, d'accord? Alors, les réponses juste ici, c'est le régime sans gluten et la correction des carences. Alors, quels éléments sont compatibles avec le diagnostic de maladie cœliaque? Alors, positivité des anticorps antitransglutaminase, oui. Positivité des anticorps anti-entérocytes, bon, non, je n'ai pas entendu ça. Présence des HLA DQ2 ou DQ8, oui. Hyperlymphocytose intraépithéliale intestinale, oui. Hyperplasie des cryptes sur le biopsie duodénale, oui. Donc, les réponses justes sont A, C, D et E. Alors, lesquels de ces éléments font suspecter une intolérance au gluten? Alors, amélioration des symptômes après régime sans gluten. Amélioration, quel élément font suspecter une intolérance au gluten? Amélioration des symptômes après régime sans gluten, oui. Des anticorps antitransglutaminase positifs, oui. Un syndrome carentiel biologique, oui. Une hyperlymphocytose intraépithéliale intestinale, oui. Une diarrhée chronique associée à une dermatite herpétiforme, ben oui. Tout ça fait suspecter une intolérance au gluten. Alors, lesquels de ces éléments font suspecter une hypersensibilité au gluten? Alors, je dis hypersensibilité au gluten. Alors, amélioration des symptômes après régime sans gluten, oui. Les anticorps antitransglutaminase qui sont positifs, non. On a dit que l'hypersensibilité au gluten, les anticorps sont négatifs. Syndrome carentiel, non. On a dit que l'hypersensibilité, il n'y a pas de syndrome carentiel. Atrophie villositaire, non. Déminéralisation osseuse, non. Donc, je rappelle, ici, on parle d'hypersensibilité au gluten. Donc, elle est améliorée par le régime, mais il n'y a pas ce retentissement ou dénutrition comme dans la maladie cœliaque. Donc, la seule réponse, c'est A. Alors, quels sont les facteurs de rémission de la maladie cœliaque sous régime sans gluten? Disparition des symptômes, oui. Négativation des anticorps antitransglutaminase, oui. Négativation des anticorps anti-entérocytes, non. Ça, c'est pas dans cette pathologie. La repousse villositaire, oui. On peut avoir une repousse totale. Carence martiale comme facteur de rémission, non. C'est-à-dire, normalement, il doit y avoir une correction de la carence en fer. Donc, les réponses qui sont justes, c'est A, c'est B, c'est D, A et B et D. Alors, huitième question. Au cours de la maladie cœliaque, le régime sans gluten exclut la consommation d'aliments contenant le blé, seigle et l'orge. Oui, juste. Il réduit le risque des maladies auto-immunes. Ah ben oui, quand vous faites le régime sans gluten, il y a réduction de maladies auto-immunes. Ça, je n'ai pas dit. Il augmente le risque de lymphome intestinal T. Eh ben, le régime sans gluten, non, il n'augmente pas le risque. Donc, quand on fait le régime, il y a diminution du risque. Le régime sans gluten exclut l'avoine et le soja. Le régime sans gluten exclut ton téléphone qui me dérange. Le régime sans gluten exclut l'avoine et le soja. Non, il n'exclut pas l'avoine et le soja. Ils ne sont pas dans le régime sans gluten. Et enfin, le régime sans gluten peut être suspendu à l'âge adulte. Non, le régime sans gluten, c'est à vie. D'accord? Alors, neuvième question. Quels sont les facteurs de transformation lymphomateuse au cours de la maladie cœliaque? Alors, quels sont les facteurs qui peuvent évoquer la transformation lymphomateuse? Alors, mauvaise observance au régime sans gluten, oui, c'est un facteur qui peut favoriser la transformation en lymphome. Une homozygosie HLA-DQ2, donc vous ne connaissez pas, ce sont les formes familiales, non, c'est-à-dire dans les formes familiales. La persistance d'une atrophie villositaire avec des lymphocytes intraépithéliaux de phénotype normal, donc non. La présence d'une sprue réfractaire clonale, oui.
Un âge avancé, non, on n'a jamais vu, c'est-à-dire même si j'ai âgé un bon régime, ce n'est pas un facteur de risque. Donc, c'est surtout le A et le D. 10e question, donc parmi les diagnostics suivants, lesquels constituent un diagnostic différentiel de maladie cœliaque? Alors, une entéropathie associée à un déficit primitif en immunoglobuline, ben oui, parce que les déficits immunitaires peuvent donner aussi une atrophie villositaire. Mais la différence que les déficits immunitaires ne donnent pas une hypercompensation cryptique. Les entéropathies au sartan, eh ben, oui, peuvent donner une atrophie villositaire. Les entéropathies auto-immunes, ben oui. Le sprue tropical, ben oui. C'est comme le sprue réfractaire, mais c'est-à-dire qu'il survient dans les pays tropicaux. Et aussi la maladie de Whipple, pas de Whip, non, j'ai faute d'orthographe. Ben oui, elle peut donner une atrophie villositaire partielle. Donc, je crois, bon, je crois qu'on a terminé, Inès. Inès, Oui, je Inès. vous entends. Oui, 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 je vous Oui, entends. donc on a Alors, terminé. On peut commencer des questions si vous voulez. oui. Alors, moi j'ai plus trop de questions. En fait, si vous voulez, les D'accord. participants, de soulever les questions parce que j'étais obligée de quitter la réunion et réentrer. Donc, à la Ah, fin des d'accord. questions. Voilà. Oui. Donc, la première question que je vois, c'est dans le cas d'anti-TG2 supérieur à 10N et l'EMA est négatif, HLA négatif, on fait la biopsie? En cas de lymphocyte donc supérieur à 10% et le HLA est négatif. Normalement, on ne doit pas faire une biopsie, c'est-à-dire une fibroscopie avec biopsie, si le système HLA, c'est vrai qu'il exclut une maladie cœliaque. Vous avez HLA négatif, donc pratiquement, avec bien sûr les marqueurs qu'on a parlé, c'est-à-dire le DQ2 et le 2Q8 surtout, s'ils sont négatifs, c'est pas la peine de rechercher vraiment, c'est-à-dire de faire une fibroscopie pour rechercher une maladie cœliaque. Et les lymphocytes 10%, c'est faible, hein. Normalement, c'est supérieur à 30 à 40%. Oui. Une D'accord, autre question? merci beaucoup. Est-ce que même les formes asymptomatiques et latentes ont un risque de développement, du développement d'un lymphome? Oui. C'est pourquoi que Alors, si oui, on part les formes latentes, c'est les formes silencieuses, puis les formes symptomatiques. Alors, on fait le régime sans gluten, même pour les formes silencieuses. Et les formes, on dit les formes latentes, c'est-à-dire qu'il y a un trouble immunitaire, c'est des sujets prédisposés génétiquement. D'accord? Donc, il y a d'accord. une maladie cœliaque qui n'est pas symptomatique. Donc, le régime sans gluten doit se faire, d'accord, pour éviter l'évolution vers l'enfant, même si le sujet il est asymptomatique. D'accord? D'accord. La suite du question est si oui, on trouve que les trois paramètres de résistance au traitement, est-ce que dans ce cas, on peut éliminer le diagnostic d'une maladie cœliaque? C'est-à-dire éliminer parce que les trois paramètres, vous parlez de quoi? La clinique, la sérologie. Bon, les trois sont négatifs. Ben oui, c'est-à-dire que si Hmm. vous n'avez donc, on a parlé de toutes les formes. Alors, si on veut exclure formellement une maladie, si vous n'avez pas d'atrophie, fibroscopie normale, pas d'atrophie villositaire, et puis les anticorps sont négatifs, on exclut formellement par le système HLA. Alors, si le système HLA DQ8, DQ2 négatif, normal, mais il n'y a pas de. Ils sont négatifs, on exclut formellement une maladie cœliaque, oui. Alors, quel anticorps qu'on utilise pour la surveillance? La surveillance, c'est surtout c'est les anti-endomysium, sinon parfois même les anti-gliadines aussi. Nous, on ne les demande pas en pratique pour le diagnostic, ils ont moins de spécificité, mais ils sont très intéressants surtout la surveillance. Mais sinon, dans la surveillance, on fait le dosage des anticorps anti-endomysium, d'accord, beaucoup plus que les anticorps anti-transglutaminase. Mais dans le diagnostic, on utilise beaucoup plus les anticorps anti-transglutaminase. Alors, merci beaucoup. Alors, pourquoi il y a l'hyposplénisme dans les maladies cœliaques?
Et comment la maladie cœliaque peut se compliquer par un lymphome? Alors, l'hyposplénisme, c'est-à-dire parce que dans la maladie cœliaque, c'est le contraire de la cirrhose, c'est-à-dire il y a une carence, il y a une carence en vitaminique secondaire à la malabsorption. Et donc, il y a carence en fer, en vitamine B12, en acide folique, ce qu'on appelle l'hyposplénisme. C'est le contraire de, c'est-à-dire ce qu'on a dans les cirrhoses, il y a l'hypersplénisme parce que c'est pas le. Mais deuxième partie, s'il vous plaît. Je sais pas. Deuxième partie de Alors, la la question. deuxième, Et oui, alors, transformation la vers deuxième, le. et comment la maladie cœliaque peut se compliquer par un lymphome? Parce que aussi la maladie cœliaque elle est liée à un trouble immunitaire, cette augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. Et ces lymphocytes intraépithéliaux peuvent se regrouper en amas et donner une prolifération clonale. Et puis cette prolifération peut augmenter de taille et donner un lymphome. Mais s'il y a un régime sans gluten, il y a régression des lymphocytes intraépithéliaux et la normalisation. Oui. D'accord. Alors, l'autre question, c'est pourquoi les corticoïdes provoquent un échec du régime bien conduit? On n'a pas dit que les corticoïdes provoquent un échec. On a dit quand on a une maladie cœliaque qui résiste au régime sans gluten, et c'est une éventualité exceptionnelle. On va dire c'est une forme particulière, une éventualité exceptionnelle. Et c'est cette forme qu'on appelle sprue réfractaire. C'est une maladie cœliaque qui résiste au régime sans gluten. On ne sait pas quel mécanisme. Jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à expliquer quel mécanisme, c'est-à-dire avec un régime sans gluten bien suivi. D'accord. Et donc, puisqu'il s'agit de maladies, il y a un trouble immunitaire, une réaction qui rentre dans le cadre des pathologies aussi auto-immunes. Et donc, on donnera les corticoïdes et elle répond très bien sur corticoïdes. D'accord. Et souvent, cette forme a une évolution grave, c'est-à-dire c'est un stade précoce de lymphome. Oui, Inès. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question sur, dans la physiopathie, il y avait la notion de stimulation immunitaire. Je vois, elle n'a pas compris cette notion. Oui, on a dit dans la physiopathologie qu'il y a trois facteurs. Donc, on a dit un facteur d'environnement, c'est-à-dire exogène, c'est l'introduction du gluten dans l'organisme, qui est un antigène qui va développer, qui va entraîner la formation des anticorps. C'est un produit toxique. Deuxièmement, on a dit qu'il y a une susceptibilité génétique, c'est les sujets prédisposés, c'est pourquoi on a le HLA. Et troisièmement, on a dit donc l'introduction du gluten dans la muqueuse intestinale va entraîner ce gluten qui est contenu dans le blé, donc qui n'est pas digéré par les protéines, par les protéases de la paroi intestinale, et donc il reste dans la lumière. Il va entraîner une interaction avec le système immunitaire, c'est-à-dire avec les cellules immunitaires qui existent dans la paroi, dans la muqueuse intestinale. D'accord. Cette interaction va entraîner une augmentation des lymphocytes. D'accord. Et l'apparition des anticorps contre ces antigènes, ce qu'on appelle, donc il y a plusieurs types d'anticorps, comme par exemple les antigliadines, les anti-endomisones et les antitransglutaminases. D'accord. Donc c'est pourquoi. Donc il y a une réaction immunitaire. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, pourquoi on donne des corticoïdes dans le pré-lymphome alors qu'ils provoquent l'échec du régime? Donc, normalement, ça aggrave la situation. Non, il ne provoque pas l'échec. Vous avez un malade qui est très symptomatique, qui ne répond pas au régime sans gluten, qui est le traitement idéal. On va dire que c'est un traitement. C'est une pathologie qui aussi rentre dans le cadre des pathologies auto-immunes. Et donc, le traitement, deuxième alternative, c'est la corticothérapie, qui va donner une très bonne réponse et qui n'est pas une contre-indication, même au cas de lymphome. Par contre, le lymphome, c'est le traitement du lymphome, c'est la chimiothérapie. D'accord. C'est pas la corticothérapie. Et parfois même les corticoïdes peuvent être un des médicaments des protocoles de chimiothérapie. D'accord. Donc, les corticoïdes ne vont pas augmenter le risque de lymphome.
Ils vont plutôt traiter cette forme résistante et soulager le patient. D'accord. Alors, et la différence entre la maladie cœliaque et une hypersensibilité au gluten? Donc, comme on l'a dit, maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten. Cette intolérance qui est liée à l'introduction du gluten dans l'organisme, dans la paroi intestinale, va provoquer une atrophie villositaire, d'accord, avec toutes ses conséquences, et qui survient, c'est des sujets prédisposés génétiquement, d'accord. Par contre, l'hypersensibilité au gluten, qu'on dit actuellement hypersensible non cœliaque, parce qu'elle ressemble beaucoup à la maladie cœliaque, c'est une hypersensibilité, c'est des symptômes digestifs banals à la suite d'ingestion de gluten. Et dès qu'il y a l'arrêt du gluten, il y a amélioration de ces symptômes. Par contre, il n'y a pas l'altération de l'état général, il n'y a pas l'atrophie villositaire et il n'y a pas l'augmentation des anticorps antitransglutaminase. On peut avoir une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux modérée, pas plus importante comme dans la maladie cœliaque. Donc il y a une grande différence, c'est-à-dire ici c'est comme une pathologie fonctionnelle dans l'hypersensibilité au gluten, il n'y a pas un retentissement, mais dans la maladie cœliaque, c'est une pathologie organique, donc il y a un retentissement important. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, si on a un déficit en IgA total, qu'est-ce qu'on dose? C'est les IgA total. Il faut doser les IgA total. Ah, d'accord. Voilà. S'il y a un S'il y a un déficit en déficit. IgA total, dans ce cas, le résultat des IgA, c'est-à-dire des anticorps anti-transglutaminase tissulaire, ne peuvent pas être interprétés. D'accord. Même s'ils sont augmentés, c'est un chiffre, c'est un faux positif. Donc, il ne faut pas tenir compte. Et dans ce cas, le diagnostic se fait par, comme d'habitude, comme avant, par la fibroscopie avec des biopsies, d'accord, par le système HLA et par la réponse au régime sans gluten. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, par quel mécanisme on a une hyperplasie des cryptes compensatrices? Alors, l'hyperplasie des cryptes, parce que dans la maladie cœliaque, c'est-à-dire c'est pas une, c'est-à-dire c'est pas comme les autres pathologies, c'est-à-dire il y a une destruction des villosités, une destruction de villosité qui va entraîner, c'est-à-dire elle va continuer dès que le problème est là, elle va continuer à détruire, c'est-à-dire les villosités et même toute la paroi, toutes les couches de la paroi, comme les lymphomes, etc. Par contre, dans la maladie cœliaque, c'est-à-dire il n'y a là que l'atrophie villositaire, il n'y a pas d'autres, c'est-à-dire anomalies, il n'y a pas une destruction totale de la paroi. Et donc, euh, c'est-à-dire, j'arrive pas à vous expliquer le mécanisme exact, c'est-à-dire juste que la paroi, elle essaye de compenser, hein, et pour faire, c'est-à-dire le minimum d'absorption intestinale. Par exemple, si vous avez un malade, je vous donne un exemple, quand on fait une résection du grêle, d'accord, qui est le lieu d'absorption intestinale, alors le côlon va pouvoir, ça se peut que le côlon joue le rôle du grêle, d'accord. Si vous avez une colectomie totale pour, par exemple, une pathologie, je ne sais pas, néoplasique ou inflammatoire, alors le grêle va jouer le rôle du côlon, hein, comme il va jouer le rôle d'absorption hydrolytique et le stockage, etc. Donc c'est comme ça, c'est l'adaptation normale de la muqueuse intestinale. Oui. Alors, donc, notre question, quelle est l'origine de l'ostéopénie? L'ostéopénie, c'est chronique, c'est-à-dire un stade tardif dans la maladie cœliaque et elle est liée surtout à des carences en vitamine D, en calcium, c'est-à-dire beaucoup plus aux carences vitaminiques, hein, qui vont, c'est-à-dire altérer l'os et les articulations, soit au niveau des membres supérieurs, au niveau de la colonne vertébrale, etc. Et ça va donner une déminéralisation déminéralisation osseuse qui va donner cette ostéopénie, d'accord. C'est pourquoi que ces sujets cœliaques, on doit obligatoirement faire une ostéodensitométrie chaque année pour rechercher cette carence osseuse. Oui, oui, c'est Inès. Inès,
Inès, Oui, Docteur? alors je vous entends. Oui. oui, Alors, je vous est-ce entends. que le RCG est recommandant dans la forme latente? Est-ce que le régime sans gluten? RCG. Oui. Oui, un régime sans gluten, d'accord. On a déjà répondu à cette question. Alors, Inès, soit l'étudiante n'avait pas entendu. on a déjà répondu à la question elle-même, j'aurais D'accord, déjà répondu, hein. Oui. d'accord. Alors, est-ce que le régime sans gluten bien suivi supprime le risque de la cancérisation? Et diminue le risque de cancérisation. Ça, le but, c'est-à-dire que les malades, on leur dit toujours, il ne faut jamais arrêter, même si vous êtes en très bon état général. Parce qu'il y a beaucoup de patients, quand ils sont en bon état général, c'est bon, donc ils arrêtent le régime sans gluten, ou bien ils font des écarts. Ils disent, on est bien, on est bien. Non, le régime doit être suivi à vie et strict pour éviter le risque de cancer. Donc le régime sans gluten diminue le risque diminuer de façon importante le risque vers le lymphome. Oui, Inès. Docteur, quelle est la population ciblée par le dépistage pour la maladie cœliaque? Le dépistage, c'est le sujet premier degré de sujet maladie cœliaque. Alors, un sujet qui a une maladie cœliaque confirmée, donc vous allez chercher chez les frères et sœurs, chez les parents et chez les enfants. Donc ça, c'est obligatoire. Le dépistage, il est obligatoire. Et ça commence bien sûr par la sérologie, hein. D'accord? Pas par la fibroscopie. On ne va pas faire une fibroscopie systématique pour tous les. On doit commencer par une sérologie. Mais c'est obligatoire même si les sujets sont asymptomatiques. Oui, D'accord, docteur. Et pourquoi il y a une cytolyse hépatique dans cette maladie? la cytolyse, elle peut expliquer une hépatite auto-immune associée parce qu'il y a un trouble dysimmunitaire, il y a des pathologies auto-immunes associées. Alors, ben, c'est fréquent, il y a soit les hépatites auto-immunes, soit les cirrhoses biliaires primitives. Mais parfois, on n'a pas ces pathologies et on a une cytolyse, mais qu'on n'arrive pas à expliquer, hein. On peut avoir une cytolyse qu'on n'arrive pas à expliquer même dans la maladie cœliaque. Mais souvent, nous, on cherche dans la maladie cœliaque s'il y a une cytolyse, il n'y a pas une hépatite auto-immune, ou bien une cirrhose auto-immune, ou bien une cirrhose biliaire primitive. Merci, Oui, docteur. Docteur, de rien. il y a une autre question. Est-ce que l'urticaire est parmi les signes cliniques de cette maladie? L'urticaire, bien sûr, l'urticaire, c'est un signe qui peut être associé dans le cadre toujours de lésions auto-immunes, hein, d'accord, mais ce n'est pas un signe spécifique de carence. En général, l'urticaire, ce n'est pas un signe de carentiel, mais il peut être associé. Merci. Docteur, il y a une étudiante qui dit dans les questions, dans le cas où les anticorps anti-TG2 sont supérieurs à la dixième de la normale, on ne trouve pas les anticorps anti-EDM négatifs et HLA négatifs. Est-ce qu'on écarte ou on fait une biopsie? Quand les anticorps antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale, d'accord, c'est un sujet, tout d'abord, il a des symptômes, c'est-à-dire on est en train de suspecter une maladie cœliaque. On doit lui faire, en général, c'est les enfants, hein, on fait les anticorps. S'ils sont supérieurs à 10 fois le normal, on dose les anticorps anti-endomysium et le HLA. Si les deux, d'accord, on n'est pas sûr à 100% que maladie cœliaque n'est pas là. On doit faire. Si les anticorps anti-endomysium et le HLA sont positifs, on ne fait pas de biopsie. Ça y est, on confirme la maladie cœliaque. Si les anticorps anti-endomysium et le HLA sont négatifs, ou bien l'un des deux, ou bien les deux, on préfère de faire une biopsie. Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre On- question. Je la pose, docteur? Oui, En cas d'absence des trois étiologies de résistance aux traitements corticaux, thérapie, lymphome ou non-respect du régime, si on ne les trouve pas, est-ce qu'on doit éliminer la maladie cœliaque? la maladie cœliaque, si on la confirme avec les données, c'est-à-dire diagnostiques, comme par exemple on a dit la sérologie et la sérologie, l'histologie et l'HLA. Si on la confirme, elle est là. Donc on ne peut pas. S'il y a résistance au régime, il faut rechercher une cause. D'accord? Parfois, les lymphomes, ils sont très discrets, hein, c'est-à-dire c'est très difficile de confirmer le lymphome. D'accord? S'il y a résistance au régime sans gluten, et
c'est une maladie cœliaque confirmée, donc on peut aller, c'est-à-dire il faut bien surveiller, ça peut être un lymphome dont le diagnostic est difficile à faire, hein, d'accord? Parfois, on peut aller jusqu'à une laparotomie, faire des biopsies multiples, des adénopathies et péritoniales, etc., pour rechercher s'il n'y a pas un lymphome. D'accord, Oui, docteur, merci. Dans la maladie pas de cœliaque question. silencieuse, la découverte peut être une manifestation neurologique, par exemple par la carence en vitamine B12. Est-ce que ça existe ou non? Oui, ça existe. Alors, toutes les spécialités peuvent trouver une maladie cœliaque. Alors, elle a donc des formes atypiques avec des manifestations extra-intestinales très variées. Donc, à chaque fois que vous avez, par exemple, des troubles neurologiques, vous n'arrivez pas à trouver la cause. Donc, vous cherchez s'il n'y a pas, si ce n'est pas d'origine maladie cœliaque. D'accord? Alors, la carence vitamine B12 peut donner des troubles neurologiques. Et dans ce cas, toute carence en vitamine B12, nous, on cherche maladie cœliaque. Ok? On doit chercher une maladie cœliaque. D'accord, docteur, il reste encore une dernière question. Est-ce que dans l'hypersensibilité au gluten, il y a facteur génétique HLA-DK8 ou HLA-DK2? Dans l'hypersensibilité au gluten, il n'y a pas le système HLA. D'accord? Pas de système HLA, pas de prédisposition génétique. Ce qui fait la différence avec la maladie cœliaque. C'est des troubles fonctionnels qui apparaissent après ingestion de gluten et qui disparaît quand on arrête le gluten. Hein. Donc, mais il y a une augmentation légère des lymphocytes intraépithéliaux. Il n'y a pas d'atrophie vélocitaire, pas de troubles anticorps transglutaminase et pas de système HLA. À la différence avec la maladie cœliaque. Voilà, je crois qu'on a Oui, terminé. docteur, merci beaucoup. Barakallahu D'accord. fik pour le Merci cours. à vous. Merci, merci. Allez, Bonne bon journée, docteur. courage. Merci Saha, bien, au revoir. docteur. Rabbi khalik. Merci, au revoir.